Radio Red, it's on air. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous recevons Gilles Roussel, président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. À l'occasion de l'ouverture de la bibliothèque centrale Georges Perec sur le campus de Champs-sur-Marne, à l'occasion également de l'élection prochaine du président de la conférence des présidents d'université, nous chercherons à définir avec lui les perspectives d'évolution pour l'enseignement supérieur, la recherche et plus précisément la place de l'UPEM dans tout cela. 2016 a été un tournant avec le retrait du projet de fusion UPEC-UPEM, les deux universités de l'Est parisien. 2017 sera-t-elle l'année des synergies au sein de la communauté d'universités et d'établissements? Et puis, la vie étudiante dans tout cela. L'université est le lieu des apprentissages, de la recherche, mais c'est aussi un lieu de vie. Quel regard porte Gilles Roussel sur ces sujets? C'est la question centrale de notre émission de ce soir. Radio Rec, des cartes en main. présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Marc nous rejoindra également dans quelques instants. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à cette émission et poser vos questions à notre invité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Notre interview carte sur table peut commencer juste après ce jingle. Bonsoir à notre invité de ce soir, Gilles Roussel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Alors, ensemble, nous allons brosser un certain nombre de sujets et on va commencer par l'actualité qui concerne directement l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée avec cette ouverture de la bibliothèque centrale Georges Perec. Les ennuis sont-ils finis ? Voilà une belle introduction. La bibliothèque effectivement a été un sujet d'attention importante de l'établissement puisque ça fait maintenant 6 ans quasiment qu'elle aurait dû ouvrir. Je me souviens qu'au moment où je me suis présenté lors de ma première élection, j'espérais ouvrir la bibliothèque au début de mon mandat. Malheureusement, elle n'a pas été ouverte pendant le mandat et on a découvert au fur et à mesure des 4 années passées un nombre de défauts dans la bibliothèque qui en interdisaient l'ouverture. Et donc déjà, il faut quand même se réjouir de l'ouverture de cette bibliothèque qui est à la fois une bibliothèque mais surtout un lieu dans lequel les étudiants peuvent venir travailler. J'engage vraiment tout le monde à venir se balader à l'intérieur de la bibliothèque. Alors effectivement c'est grand comme on disait tout à l'heure, mais il y a pas mal de lieux de travail assez lumineux avec des grandes baies vitrées, des lieux un peu clos où on peut se retrouver en groupe, donc c'est vraiment un outil très intéressant qui va bien au-delà de la question de l'accès aux livres. C'est vraiment un lieu pour le travail avec des équipes qui sont très heureuses d'accueillir maintenant les gens au sein de cette enceinte. Alors après, est-ce que les soucis sont finis ? Pour les études, du point de vue des étudiants, je pense que les soucis sont derrière nous, puisqu'ils peuvent monter, gravir l'escalier sans risque que l'escalier s'écroule, ils peuvent prendre les ascenseurs sans risque qu'il y ait des problèmes d'évacuation en cas de feu à l'intérieur de l'ascenseur. Donc ça, c'est parmi les deux problèmes qui étaient les plus importants au sein de la bibliothèque. Il devait y avoir 70 au démarrage remarques sur la construction, donc c'est très important. Bien sûr, on a fait les travaux pour remédier à tout ça. Maintenant, commence une période qui va être une période de plus judiciaire, pas judiciaire, mais devant les tribunaux, où on va être obligé d'essayer de redemander un certain nombre de moyens qu'on a dépensés pour mettre en conformité la bibliothèque avec l'ouverture au public. Voilà, donc c'est terminé pour vous, pas pour nous. Justement, comment vous expliquez tous ces problèmes, notamment avec le cabinet d'architectes? Donc pour le citer, c'est le cabinet Beckman NTP,
voilà, on a vu pas mal de pourparlers, de difficultés à monter cette bibliothèque. Vous l'avez dit, 6 ans. Avec Nicolas, quand on est rentré à l'université, on espérait pouvoir rentrer dans cette bibliothèque, en profiter. Et voilà qu'elle n'ouvre seulement qu'en fin 2016, après avoir été repoussée à de nombreuses fois. Voilà, est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail de ces conflits avec le cabinet d'architectes ? Vous le disiez, 72 réserves. Il en resterait 5 à ce jour. Voilà, précisément, quelles sont-elles ces réserves ? Alors, dans les détails des réserves, voilà, donc les réserves ont été levées du point de vue de la sécurité. Donc, il y a eu... la sécurité est assurée dans la bibliothèque. Moi, jamais j'aurais ouvert la bibliothèque, et je pense que c'est probablement l'un des bâtiments dans lequel la sécurité est le plus... de tous les bâtiments ouverts au public, vu que le nombre d'expertises qu'il y a eu et les gens, les experts qui sont venus pour valider l'ouverture, voulaient vraiment pas prendre de risques tellement il y avait de malfaçons dans ce bâtiment. Et donc voilà, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun risque. Là, il y a une commission de sécurité qui a levé tous les problèmes de désenfumage, de structure, ainsi de suite. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas de difficulté. Alors pourquoi il y a eu autant de réserves ? Pourquoi il y a eu tellement de problèmes ? Alors je pense que ça, c'est... Bon, je ne vais pas me prononcer parce qu'il va y avoir des procédures en cours, et donc je ne vais pas dire ceci ou cela contre tel ou tel acteur au risque que certains considèrent que je fais de la diffamation. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu à un moment un enchaînement qui fait que... il y a eu un blocage à un moment dans la machine, et une fois que ce blocage a eu lieu, il y a une espèce de boule, un effet boule de neige qui fait que il y avait des choses qui n'étaient pas finies, qui ont été, par exemple, à un moment, on avait des tuyaux d'évacuation d'eau qui arrivaient dans un mur sans être évacués sur l'extérieur. Donc, à quoi c'est dû ça ? Est-ce que c'est parce que une certaine entreprise était prévue de venir à telle date et puis ils étaient obligés de repartir, donc il n'y a pas eu de jonction entre les équipes pour indiquer que quand il y a un tuyau qui arrive, il faut qu'ils évacuent l'extérieur ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait que ça. Donc il y a une difficulté de suivi du chantier de façon globale et un effet boule de neige de malfaçons qui sont venus s'agréger les unes aux autres et qu'on a découvert au fur et à mesure. C'est assez quand même drôle pour nous d'observer que ces malfaçons se multiplient. On l'a vu, on le voit avec cette bibliothèque, mais on l'a vu avec d'autres bâtiments, notamment le bâtiment Descartes Plus qui a eu quelques soucis au démarrage, davantage le bâtiment Bienvenue qui héberge aujourd'hui l'école avec sa vague verte sur laquelle sa coulée verte sur le toit et qui accueille paradoxalement l'école d'urbanisme de Paris. Donc voilà, ça se multiplie. Est-ce que c'est dû seulement au hasard, ou est-ce que c'est des questions financières aussi qui rentrent en ligne de compte ? Je pense pas qu'il y ait... Alors peut-être que la question financière à un moment arrive parce que à des moments peut-être qu'on a fait des choix qui font que techniquement c'est plus compliqué à mettre en œuvre avec un peu moins de moyens. Je pense que globalement les bâtiments, ces bâtiments-là sont des bâtiments extrêmement techniques. C'est pas du bâtiment standard. Notamment parce qu'il y a eu des choix architecturaux assez originaux, on va dire. Et donc de ce fait-là, on voyait bien la question de la vague, c'est quand même quelque chose qui n'est pas un bâtiment rectangulaire. Donc dès qu'on fait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on peut être confronté à des difficultés qu'on n'avait pas imaginé au moment de la mise en œuvre des choses. Et puis c'est vrai que là on a l'impression qu'il n'y a que sur la Cité Descartes qu'il y a des difficultés avec la construction des bâtiments. Malheureusement, c'est assez monnaie courante dans le bâtiment. Il y a toujours un petit peu de malfaçon dès qu'on fait des choses un peu compliquées. Et là, en l'occurrence, la bibliothèque, c'était un objet architecturalement compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'on est sur des espaces, la Cité Descartes, où la ville, on est sur un pôle de ville et où on essaye de faire des choses architecturalement particulières souvent, et ça pose forcément des petits soucis de vouloir défier un peu les lois de la nature parfois. On va écouter justement un reportage, puisque la bibliothèque a ouvert mardi 6 décembre, et puis on va écouter un petit peu comment ça s'est passé cette rentrée à la bibliothèque Georges Perec. Ça y est, la bibliothèque Georges Perec est ouverte. Il s'agit de la bibliothèque centrale du campus de Champs, réunissant des disciplines telles que les sciences humaines, les lettres, les langues, les sciences, mathématiques, informatique, les STAPS et la gestion.
2 étages, un grand bâtiment, est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Mireille nous répond. C'est étonnant, il se débrouille très bien. C'est rare les petites questions, je cherche ce livre-là. Bon, on a fait des plans aussi assez parlants et tout. Non, je trouve qu'ils sont bien doués, ils sont bien dégourdis nos étudiants. Alors certes, tout n'est pas parfait, un coup de peinture à refaire, des traces encore visibles de l'installation débutée il y a quelques semaines, des portiques qui sonnent un peu trop, un micro qui ne s'allume pas pour annoncer la fermeture, et bien sûr le logiciel de gestion des prêts qui fait des caprices. Mais il faut bien le dire, c'est un exploit d'avoir ouvert après plusieurs années de procédure. Le bâtiment qui jouxte la maison de l'étudiant a été construit sur des marécages, et comme chacun le sait, les infiltrations d'eau, ce n'est bon ni pour les livres, ni pour l'informatique. Car la nouvelle bibliothèque, ce sont des espaces de travail du 21e siècle, des PC fixes pour ceux qui le veulent, des tables prédisposées pour brancher son propre matériel si on le souhaite. En parcourant les allées, on découvre des espaces de travail, des boxes vitrées pour jouer la transparence. 4 à 10 étudiants peuvent alors préparer leur exposé en chuchotant sans déranger le voisin. Et puis il y a l'Agora, cet espace destiné aux arts, à la presse, à l'entrepreneuriat, au cinéma et à la BD, entre autres. Bref, de quoi être heureux. Beaucoup plus modeste avant, c'est sûr. Mais ils sont contents, ils nous le disent, ils nous le partagent même. Il y a eu beaucoup de monde et ce qui est étonnant, les étudiants ont trouvé leur marque, leur place tout de suite alors que c'était tout à fait un nouvel environnement qu'ils ne connaissaient pas. Et pour les personnels, ça donne quoi alors ? Bon, on est en train de s'adapter au nouveau rythme. C'est sûr qu'on est posté à différents endroits, on se retrouve et on se voit pas alors qu'avant on était toujours ensemble finalement. Et donc vous avez des étudiants qui vous accompagnent aussi pour réaliser l'émission, c'est déjà le cas avant et c'est de nouveau le cas ici dans cette nouvelle bibliothèque. Tout à fait, nous avons même recruté un peu plus pour renforcer un peu les soirées, pour nous aider au rangement. Ben là, il y a beaucoup de chaises à mettre en place et puis nous aider à l'accueil, on a besoin. Et pour finir, qui dit nouvelle bibliothèque dit forcément nouveauté, même au niveau des horaires. Tous les jours 19h et le mardi 20h et à partir du mois de janvier, on sera ouvert le samedi de 11h à 17h. Voilà donc pour ce reportage réalisé hier. Je précise que lorsque la dame dit que du coup ils ne se voient pas forcément alors qu'avant ils se voyaient souvent, elle parle des équipes en interne, c'est-à-dire de chaque équipe individuelle, puisqu'évidemment maintenant beaucoup de gens sont réunis au même endroit, mais différemment par rapport à avant, et au sein même d'une ancienne bibliothèque, les gens ne se voient pas forcément. Marc nous a rejoint. Bonsoir Marc, merci. Bonsoir à tous. Magie de la radio, tu es arrivé pendant le reportage, c'est parfait. Exactement. Et donc tu vas pouvoir continuer cette émission avec nous. Monsieur le Président, bon, on a entendu vos propos il y a quelques instants sur la bibliothèque et ce reportage qui montre que tout s'est bien passé effectivement et que les étudiants sont venus en nombre, et ça c'est vrai que c'est important parce que c'est pas forcément gagné d'avant. On sait que la communication c'est pas toujours simple sur un campus aussi vaste. Est-ce qu'il y a d'autres équipements, je vais y arriver, à venir dorénavant sur l'université? On parle de rénovation du bâtiment Copernic notamment. Voilà, donc il y a beaucoup de projets immobiliers dont on espère qu'ils seront lancés et termineront dans les délais qui étaient prévus à l'origine et qu'on aura moins de difficultés qu'avec la bibliothèque. Donc d'abord le projet important est celui de Copernic, où il y aura une rénovation complète du bâtiment, qui est principalement une rénovation énergétique du bâtiment. Les travaux devraient commencer en mars-avril. Voilà, il y aura 3 tranches de travaux qui vont s'étaler sur une période de 3 ans, si mon souvenir est bon. Oui, jusqu'en 2019-2020, oui. Voilà, c'est ça. Ça va nécessiter pas mal de réaffectation de locaux, des gens qui vont travailler en site occupé. Donc c'est un chantier qui va être assez important. On a signé un PPP, donc c'est un partenariat public-privé, comme ça certains vont avoir peur. Quand on dit partenariat public-privé, on pense souvent à des constructions. Là, dernièrement, il y avait eu un hôpital à Ivry, je crois, qui avait été construit, enfin des difficultés qui sont liées à ce type de financement. En fait, on l'espère, pour ce bâtiment-là, la différence des projets sur lesquels il y a eu des difficultés, c'est que c'est un projet de rénovation, c'est pas un
projet de construction. Et donc de ce point de vue-là, c'est un projet qui est techniquement un peu plus simple et sur lequel il y a plus, on espère, on pense, les différents experts qui nous ont accompagnés nous disent que c'est plus facile à gérer que justement une nouvelle construction dans laquelle on a vu le suivi est quand même beaucoup plus difficile et l'atteinte des objectifs est plus compliquée. Donc voilà pour le bâtiment Copernic. Je pense que le bâtiment en avait vraiment besoin. Les étudiants qui sont à l'intérieur seront d'accord avec moi, et les enseignants et les personnels également. Donc ça, c'est pour la partie Copernic. Ensuite, on a un bâtiment qui est en cours de rénovation, qui est... Alors, aujourd'hui, c'est le bâtiment dans lequel était l'Institut français du journalisme, l'IFU, qui aujourd'hui s'appelle l'IFU, qui est le bâtiment qui est derrière Copernic. Donc, ce bâtiment est en cours de rénovation. L'objectif pour l'université, c'est d'y installer... assez rapidement, à peu près dans la même période. En fait, il va y avoir une partie des équipes qui sont dans Copernic qui vont aller dans ce bâtiment pour installer un lieu autour de l'innovation pédagogique, ou des transformations pédagogiques. Il va y avoir les ateliers d'écriture, le campus numérique, tout ce qui s'occupe des langues, le SCL. Il y a aussi la cellule IDEA qui s'occupe de l'innovation pédagogique au niveau du PE. Et puis, on va mettre au rez-de-chaussée, il y aura un espace de coworking qui sera ouvert. Donc vraiment un bâtiment dédié aux nouveaux modes d'enseignement et de formation. Donc ça, c'est un bâtiment sur lequel les travaux sont en cours d'étanchéité. Il y a une rénovation et après, on va partir sur une appropriation des lieux pour essayer de faire en sorte que le lieu soit un lieu d'expérimentation aussi sur les locaux pédagogiques également. Voilà. Et alors là, ils ont trouvé un très beau nom puisque c'était l'IFU et que ça devient la centrifugeuse. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui doit être fier de sa trouvaille. Là, je vais vous donner un scoop officiel. Ça s'appellera pas comme ça. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que la centrifugeuse, c'est un nom. Moi, j'aime bien, mais voilà, il y a débat. Donc le compromis qu'on a trouvé, c'est que c'est l'espace de coworking qu'on va appeler la centrifugeuse, parce que ça, c'est là où un lieu où on mélange, et je trouve que c'est bien adapté. Et c'est de là que c'est parti en fait. Et puis on va probablement donner un nom au bâtiment, et donc là, on va lancer une réflexion de voir la meilleure façon de trouver un nom pour ce bâtiment ce serait bien que ce soit le nom d'une femme, parce que tous nos bâtiments ont des noms d'hommes, et ce serait pas mal de trouver un nom de femme. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet immobilier. Et puis il y a un troisième projet, donc là c'est donc dans le cadre du contrat de plan État-région. Alors ça change, des fois c'est le contrat, des fois c'est des noms différents. Et donc là c'est sur le Val d'Europe. Aujourd'hui, au niveau du Val d'Europe, on a des bâtiments qui nous sont prêtés par la communauté d'agglomération, l'ancien SAN, dans lequel on nous prête des bâtiments. Et donc là il y a un projet de construction. Il y a eu 15 millions 5, j'ai peur de dire une bêtise avec les chiffres là de tête, qui ont été affectés par la région sur ce bâtiment, et donc on est en phase de programmation du bâtiment. C'est le lieu, donc ce sera de l'autre côté du RER, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une sortie du RER d'un côté, qui est au niveau du bâtiment actuel. Eh bien ce sera la sortie qui est en amont, de l'autre côté, Montévrain, du côté de Montévrain, et ce sera placé à peu près au même endroit par rapport au bâtiment actuel, par rapport à la sortie du RER, donc très proche. C'était une des demandes qu'on avait faites, et on a la parcelle, le lieu d'implantation, la forme, tout ça. Et maintenant, il faut faire la programmation plus complète. Et donc on espère être très rapide après sur le lancement de la construction. Et là, c'est plus nous qui allons être maîtres d'ouvrage, c'est la région. Carrément. Contrairement à la bibliothèque. Et du coup, il y aura aussi le réaménagement du bâtiment Rabelais, où il y avait jusqu'à présent la bibliothèque des sciences humaines et des lettres. Non, pas des lettres. Si, des lettres, pardon. Et donc, effectivement, lieu de convivialité avec les amphis qui sont aussi présents sur cet espace. Il y a tous les espaces qui sont libérés par les bibliothèques maintenant, qu'il faut réaménager. Donc, effectivement, on a des choses sur Rabelais. On a aussi des choses au niveau du bâtiment Bois de l'Étang, sur lequel il y avait des bibliothèques qui vont être réutilisées pour redonner plus de place au service des ressources humaines, et puis on a pas mal d'autres projets
de réaménagement, d'organisation du campus pour améliorer la vie quotidienne de tout le monde. Alors Hugo, très rapidement. Oui, sur le projet à Copernic, c'est vrai que c'est assez réjouissant de voir ça parce que c'est un bâtiment qui est central pour l'université. Le voir, voilà, j'ai vu un peu les photos, les projections qui ont été diffusées. C'est vrai que c'est un projet qui donne envie et qu'on espère vivement voir découvrir assez rapidement parce que ce bâtiment, c'est le bâtiment qui nous accueille quand on vient de la gare tout de même. C'est un bâtiment qui accueille énormément de personnes, qui accueille notamment le réfectoire, qui accueillait jusqu'avant la création de ce bâtiment un certain nombre d'associations et qui en accueille toujours. Donc voilà, c'est un bâtiment central pour l'université et c'est réjouissant de le voir rénové on espère que cette transition va assez bien se passer. Comme vous l'avez dit, ça va être 3 années qui vont être assez difficiles à mettre en place. Et donc voilà, on souhaite le meilleur à l'UPEM quand même dans cette transition. Alors on va passer un peu à la deuxième actualité, on a parlé de l'ouverture de la bibliothèque, actualité plus générale qui ne concerne pas spécialement l'UPEM, mais c'était l'actualité qui était reprise dans les médias à l'occasion de la rentrée, fin de l'année dernière, la sélection en master. Vous êtes président de la commission formation et insertion professionnelle, en plus d'être président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, président de cette commission au sein de la conférence des présidents d'université. Le Monde en octobre disait qu'à la rentrée 2017, les universités pourront désormais sélectionner à l'entrée du master et les étudiants recalés auront le droit à 3 propositions d'admission à condition de mettre en place les outils pour que ces principes ne restent pas théoriques. Est-ce que ça va être douloureux pour les étudiants ou est-ce que vraiment ça va vraiment améliorer leur Bon, je vais pas vous faire un scoop. À l'université de Marne-la-Vallée, c'est déjà ce qu'on fait. Donc cette réforme, au niveau national, elle va mettre en conformité un certain nombre de choses avec la législation. C'est ça l'objectif. En fait, jusqu'à présent, on sélectionnait parfois entre le Master 1 et le Master 2 parce que c'était les vestiges de l'ancien système. Et dorénavant, on le fera à l'entrée en master, là où il y a quelques années, quand tout cela avait été négocié au moment du système licence, master, doctorat, ça n'avait pas été mis en place parce qu'il y en avait qui résistaient sur cela, c'est bien ça ? Exactement. Et en fait, à l'université de Marne-la-Vallée, on a déjà mis en place quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'en général, ce qu'on a mis en place, c'est un étudiant qui vient de licence. On essaye de faire en sorte de lui proposer un master, pas nécessairement celui qu'il souhaitait à l'origine, et après un étudiant qui a réussi son M1 poursuit, on lui offre un M2 de façon systématique. Donc c'est du point de vue de l'université de Marne-la-Vallée, c'est pas un gros changement. Du point de vue de certaines autres universités, il y en a beaucoup qui sont restés sur l'ancien système, qui en fait est un système qui perdurait, qui était basé en fait sur à la fin de la 4e année, il y avait la maîtrise qui était un diplôme, et ensuite on avait le DEA ou le DESS, et quand on a créé le master, en fait il y a des gens qui sont restés sur les mêmes organisations pédagogiques. Donc ça c'est ça a nécessité de mettre en place, déplacer une sélection. Donc compte tenu des blocages qu'il pouvait y avoir, le choix qui a été fait à l'époque, c'était de laisser ça de manière intermédiaire. Donc du point de vue de la CPU, nous on trouvait que c'était pas satisfaisant parce qu'un master c'est 2 années. Avoir des gens qui ont réussi une première année et qui se retrouvent sans deuxième année, qui ne peuvent pas avoir de diplôme au final, c'est quand même pas très satisfaisant. C'est pas le standard international. Le standard international, c'est une sélection à l'entrée du master et puis 2 années, pas nécessairement dans le parcours qu'on aurait souhaité, pas forcément dans les options qu'on aurait souhaité, mais voilà, on assure que si on a commencé, qu'on a réussi, on peut obtenir le diplôme à la fin sans difficulté. Donc c'était de notre point de vue quelque chose qui était important. Après, toute la question était de faire en sorte que ce soit acceptable, notamment par des organisations étudiantes qui, elles, étaient opposées à toute forme de sélection. Et donc le compromis qui a été trouvé, c'est à la fois permettre aux établissements de choisir les étudiants qui sont le mieux adaptés dans une volonté de réussite. C'est pas une volonté de malthusianisme.
On a souvent, certains, on croit que les enseignants, leur objectif, c'est que les étudiants ne réussissent pas. Non, leur objectif, c'est que le maximum d'étudiants réussissent dans les meilleures conditions. Et donc, c'est ce choix-là qui permet, compte tenu du passé de l'étudiant, de lui permettre de réussir dans le projet qu'il a. Et puis, l'autre demande qui est de faire en sorte qu'un étudiant qui n'aurait pas eu de master alors qu'il a eu une licence, qu'on puisse l'accompagner au mieux pour essayer de trouver un master qui lui convienne. Et donc, c'est ce compromis-là qui a été proposé dans l'accord et qui devrait être décliné. Normalement, la loi passe le 19 décembre à l'Assemblée nationale, et si elle est votée conforme, sera promulguée directement. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'important dans l'environnement français, parce que ça va faire pas mal d'évolutions en termes pédagogiques, ça va nous mettre en conformité avec l'organisation nationale. Après, il faut espérer que la réforme va bien se passer et qu'on ne va pas avoir trop de difficultés à la mettre en œuvre. Et elle va permettre effectivement d'aligner un petit peu beaucoup de choses, parce que même au sein de l'UPEM, il y a des UFR qui pratiquaient des formes de sélection, pour en avoir vu lors de mon parcours à l'UPEM, entre le Master 1 et le Master 2, avec des étudiants qui ont été obligés de se rediriger vers d'autres établissements de la région. Ce qu'il y a, c'était des choix entre des parcours ou des spécialités. C'est-à-dire qu'un étudiant qui était... Parce qu'en fait, les formations sont organisées en mentions. Et en fait, au sein d'une mention, il peut y avoir plusieurs parcours. Et donc, par exemple, je sais, il y a des endroits où il y a un parcours particulier, il a un certain nombre de places compte tenu, par exemple, des capacités d'insertion à l'issue du master. Et donc, ce qui est censé être assuré à l'UPEM, alors peut-être je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers, mais c'est qu'un étudiant qui est dans un M1, on va lui proposer un parcours M2 particulier de M2. Ça ne veut pas dire quel que soit le parcours qu'il va choisir, il va y être accepté. Et donc il y a des étudiants, parce qu'ils ont un projet particulier, veulent faire, et dans les parcours de M2, à un moment il y avait un master de management, il peut y avoir des M2 qui sont aussi bien des ressources humaines que du marketing, et quand on veut faire des ressources humaines, on n'a pas forcément envie de faire du marketing. Et donc du coup on peut se retrouver avec des étudiants qui ont été refusés dans le parcours ressources humaines parce qu'il y avait tant de places, de capacité d'encadrement, capacité d'insertion professionnelle, et qui n'ont pas envie de faire du marketing, et donc ils se réorientent vers d'autres masters. On comprend bien, on l'avait évoqué en début d'année sur les établissements, notamment du secondaire, cette difficulté parfois de mettre en face l'offre de formation avec la demande des élèves ou des étudiants. Marc ? Oui, alors moi je trouve que le principe de sélection est tout à fait logique, et j'irai un peu plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire que je trouve que d'enlever l'ancien système, dans le sens où effectivement le master n'est plus adapté à un DEA, DESS, je trouve ça tout à fait logique. Je trouve que la sélection au master est encore une fois tout à fait logique, mais j'irai plus loin dans le sens où est-ce qu'on peut pas envisager aujourd'hui, dans le sens où on voit très bien que beaucoup d'étudiants de licence partent au bout de quelques mois pour la première année, aussi on voit des différences de parcours, quand on voit que des fois les masters sont bouchés, qu'il y a plein de demandes, etc., est-ce qu'on pourrait pas envisager une nouvelle forme de sélection par le biais des concours alors je parle pour les sciences humaines, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, pour les licences, parce que cette difficulté à trouver un master est aussi symptomatique du fait qu'il y ait beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui veulent peut-être accéder à ça parce qu'ils ont des licences peut-être plus facilement, l'ouverture des licences est peut-être un peu plus facile. Est-ce qu'on peut pas envisager des concours à l'entrée, dans le sens où, encore une fois, je trouve que le bac, aujourd'hui, il y a une politique de tout le monde doit avoir le bac, et est-ce qu'aujourd'hui tout le monde pourra avoir accès à une licence quand on voit le nombre de personnes qui peuvent après partir de cette licence ? Donc c'est une question intéressante, parce que c'est une question qui est d'actualité. Alors première chose que je vais dire en préambule pour pas que les choses se soient mal interprétées. Je pense que c'est une bonne chose que le maximum d'étudiants puissent accéder à des formations, et qu'on puisse élever de façon globale le niveau de formation des étudiants. Donc ça, c'est ce que je crois, et je pense que vous ne trouverez pas un enseignant à l'université, une personne responsable qui va vous dire non, moi ce que je veux, c'est avoir le minimum d'étudiants devant moi et ne pas les faire réussir. Voilà, donc ça c'est le préambule. Après, la question il y a deux questions, il me semble, importantes. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui le système que l'on a est efficient ? Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'université. La perspective en première année, c'est l'échec. Donc c'est une sélection par l'échec. Est-ce que c'est satisfaisant de faire venir des jeunes, de les faire venir à l'université alors qu'on sait très bien
que ce qu'on va leur proposer ne leur correspond pas, et on se ferme les yeux. Voilà, on dit c'est pas notre faute, nous on les a accueillis. On n'a rien fait pour les accueillir de façon spécifique, hein, parce que voilà, on dit ils viennent dans une licence c'est comme ça. On gère le truc. Ils peuvent suivre, ils suivent, ils peuvent pas suivre, eh ben, c'est leur faute, c'est pas de notre faute. Je pense que c'est, à titre personnel, je pense que d'une part, arrêter une formation par l'échec, c'est pas une bonne chose. Et d'autre part, je pense que l'argent public, c'est de l'argent public et qu'on pourrait utiliser cet argent public peut-être d'une meilleure façon. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, c'est que de plus en plus, on a des étudiants qui arrivent à l'université. L'université de Marne-la-Vallée, elle a augmenté de 1000 étudiants entre l'année dernière et... Enfin, là, j'ai pas les chiffres de 2016-2017, mais entre 2014-2015 et 2015-2016, il y a une augmentation de 1000 étudiants à l'université, dont une grande partie en première année. Sur une université qui compte grosso modo 10 à 11 000 étudiants. Donc c'est 10% d'augmentation. Et ça, on sait que c'est une augmentation d'effectifs énorme. Sachant que, par ailleurs, ça vous a pas échappé que l'université était en déficit de 3 années de suite, donc 4 années de suite, et que là, on va être heureusement à l'équilibre cette année, mais que nos moyens sont pas en augmentation tellement forte qu'on peut s'accueillir tous les ans plus d'étudiants. Alors là, on peut augmenter le nombre de personnes dans le groupe, mais à un moment, on va craquer. Enfin, je sais pas si vous avez des retours d'étudiants, mais il y a des groupes de plus en plus importants en première année, ça facilite pas en plus la licence. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on essaye de revoir le système. Ça fait partie des choses qu'on a évoquées dans l'expérimentation parce qu'on a déposé un projet ICIT, de pouvoir expérimenter un accès aux licences sur des prérequis, avec un certain nombre d'étudiants qui auraient des prérequis sur lesquels on n'a pas besoin de... C'est pas de la sélection dans le sens où on dit tout étudiant qui a, alors imaginons un bac S, peut rentrer dans une licence de maths. Tout étudiant qui a fait de l'anglais jusqu'à la terminale, il a le droit de... Alors voilà, il faut peut-être définir des critères, mais qui évitent de faire de la sélection. Et puis pour tous les autres, qu'on puisse mettre en place, d'une part, on regarde par rapport au projet de l'étudiant, par rapport à ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il a des capacités de réussir en licence. S'il a les capacités, on lui laisse accéder à la licence. Et puis si on considère que cet étudiant il a des grandes chances d'arriver à l'université et d'être en échec, bien plus on lui propose une autre forme de formation qui lui permettent d'accéder soit à la licence, parce que c'est vraiment ça qu'il veut faire, parce que son projet d'études, c'est vraiment d'accéder à une licence. Il y a des étudiants, on l'a vu je pense que chacun d'entre vous, il y a des étudiants dont on se serait dit, ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas les bons prérequis, puis ils s'accrochent parce que c'est leur projet, ils y arrivent, mais souvent au prix d'efforts très importants, et peut-être qu'avec un peu plus d'accompagnement, ils y arriveraient. Et puis il y a d'autres étudiants, en fait, ils viennent à l'université parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Parce que, par exemple, ils voulaient aller en BTS ou ils voulaient en l'unité, puis ils n'ont pas pu y accéder. Et donc là aussi, de pouvoir les préparer pour pouvoir accéder dans de bonnes conditions à ces formations et les accueillir dans de bonnes formations. Donc l'idée, c'est à la fois de laisser très ouvert ce que j'essayais d'expliquer. Moi, ce que j'aimerais bien, le modèle idéal, c'est qu'on sait qu'il y a 70% des étudiants, 70% des étudiants, il n'y a pas besoin de tellement filtrer les choses. Donc on sait qu'ils vont... il y a des taux d'échec qui existent, parce qu'on a choisi une formation puis que ça ne nous plaît pas. Voilà. 70%, il faudrait pouvoir que ceux-là, ils rentrent systématiquement, et pour que les 30% autres qui a besoin d'être accompagnés, on les accompagne plutôt que de dire allez dans les formations et puis débrouillez-vous, et échouez. Alors merci pour cet éclairage sur la sélection en master. On va passer à une autre partie qui concerne un petit peu plus l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, mais au sens large, puisque depuis le début de cette année 2016, on en est à la fin dorénavant de cette année, on a senti qu'on reculait sur le projet de fusion qui semblait pourtant bien embarqué entre l'université Paris-Est Créteil et l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. On en avait parlé au début de la fusion dans nos émissions. On en avait aussi parlé l'année dernière lors de l'élection du président, donc vous en l'occurrence, l'élection du conseil d'administration et ensuite du président de l'université. Projet abandonné, mis entre parenthèses, modifié, où est-ce qu'on en est? Voilà, donc sur ce projet-là, c'est vrai qu'il y a eu
y avait eu des élections. Voilà, donc c'était prévu, hein, on avait dit aussi bien à Créteil qu'à Marne-la-Vallée, c'est que les conseils d'administration de Créteil et de Marne-la-Vallée n'avaient pas été élus sur ce projet de fusion ou de création de nouveaux établissements, et que donc dans ces conditions, on remettait nos mandats en jeu et que ce serait l'élection qui déciderait de la poursuite ou non du projet ou de l'inflexion du projet. Alors du coup, vous êtes resté, mais votre Voilà, collègue donc moi, de Créteil n'est pas resté. De mon côté, j'ai réussi à convaincre que à la fois il fallait aller jusqu'au bout de ce projet de fusion, mais qu'il ne fallait pas forcément le faire à n'importe quel prix. Donc j'avais pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la communauté qui, je pense, ont été il se trouve qu'ils ont dû être crédibles. Malheureusement, moi je pense malheureusement, il y en a d'autres qui sont contents. Du côté de Créteil, il y a eu une alliance entre des équipes qui étaient opposées à la fusion et puis une équipe qui était pour prendre plus de temps pour aller vers la fusion, et donc on est arrivé à une position où en fait le projet lui-même de création d'un nouvel établissement a été abandonné parce que en tout cas pour la durée du mandat, on voit pas bien comment on pourrait revenir sur ce type de projet. Alors ça veut pas dire pour autant qu'on arrête de travailler avec Créteil. Oui. Hein. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble. L'augmentation des 2000 étudiants de l'université, c'est aussi dû à... Il y a eu des masters qui étaient... une offre mise en commun. Voilà, une offre mise en commun qui a permis de rendre plus visible, plus cohérente, qui a permis de créer des parcours qui n'existaient pas, plus attractifs, avec des équipes communes. Voilà, donc il y a plein de choses qui ont été faites, qui sont positives. Pour l'établissement, ça a été très positif aussi parce que ça nous a permis de faire un bilan, de mieux se connaître, de voir ce qu'il fallait améliorer, de voir ce qui se passait à Créteil qui est bien chez eux, moins bien chez nous, et inversement. Et donc de ce point de vue-là, ça a été moi je trouve qu'on a réussi à en tirer des choses, si ce n'est qu'aujourd'hui dans le paysage de l'enseignement supérieur français, notamment avec le projet dont je parlais tout à l'heure autour des questions de prérequis en licence, qui est le projet d'ICIT, il y a une volonté des gouvernements de renforcer des pôles forts avec des gouvernances regroupées. Et donc après avoir s'être lancé dans un projet de fusion avec Créteil, on a réorienté notre projet en disant qu'on allait avancer plutôt avec les gens de la Cité des Cartes, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit à la création d'un nouvel établissement. Donc là, c'est pas une fusion dans le sens où l'idée n'est pas de faire un établissement unique de même nature comme ça pouvait être avec l'UPEC, mais de se regrouper au niveau de la gouvernance avec l'ESSIE, l'IFSTAR qui est l'Institut de recherche qui est à côté, le NSG, l'école d'architecture, le IVP qui est sur Paris, pour essayer de créer un nouvel établissement qui garde toutes ses facettes, mais qui puisse avoir une gouvernance commune, qui puisse peser dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce qu'aujourd'hui on a des gros ensembles qui sont en train de se créer, et nous on veut... on considère que l'université fait du très bon boulot, que ce soit en formation ou en recherche, a trouvé sa place en ayant une formation qui se fait pas ailleurs, une formation de proximité, mais aussi des formations au niveau master qui attirent nationalement, une très forte spécificité sur l'apprentissage, et puis une recherche aussi qui est très attractive. Et donc on pense qu'on a des choses à jouer de ce point de vue-là, et qu'on ne veut pas être limité à une université de proximité de premier cycle. Voilà. Hugo. Oui, justement, vous insistiez tout juste sur le rôle que voulait jouer l'UPEM au sein de cette nouvelle commu qui est née assez récemment, suite à une transition, encore une fois. C'est l'ancien presse. Ouais. Voilà, changement de nom, changement de statut aussi. Voilà, ce rôle-là au sein de la Cité des Cartes, finalement, principalement avec, comme vous l'aviez dit, une énergie très favorable, une dynamique avec des grandes écoles et cette université-là. Est-ce que cette dynamique-là peut se retrouver aussi loin que Créteil, alors que les réseaux de transport sont quand même encore défaillants ? Oui, c'est vrai que
y a une logique de site, hein, c'est vrai, autour de la cité Descartes, hein, et c'est vrai que les gens se connaissent, il y a une habitude de travail très proche, les labos sont communs, on va de l'un à l'autre, il y a des gens dont on dit, tiens encore, je sais plus hier, on disait que c'était un chercheur de l'école des ponts, alors en fait c'est un doctorant d'un enseignant de l'université, enfin bon, voilà, donc on voit bien que là il y a une espèce de melting pot assez, voilà, ce assez qui est logique fort, quand on a des universités, des établissements sur le même site, et bon, même si il y a quand même des différences et des lieux différents, il y a quand même beaucoup de proximité. C'est vrai que Créteil, c'est quand même encore loin, le réseau de transport n'est pas encore en place, là, les travaux commencent aussi, hein, donc ça aussi c'est une inquiétude qu'on peut avoir sur le campus avec les travaux qui sont en train de creuser du trou de la voie de la ligne, alors je sais plus que laquelle c'est, 15 qui va relier du Grand Paris Express, Marne-la-Vallée à Créteil, et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'immédiateté du travail en commun et de création d'un nouvel établissement est peut-être plus compliquée, mais je répète, on est sur le même territoire, on accueille des étudiants, nous qui pourraient aller à Créteil, il y a des gens de notre territoire qui vont à Créteil parce que la médecine ou le droit se trouve sur ce lieu-là, donc on est vraiment en synergie, en tout cas sur la formation on est en synergie, tout le travail qu'on a fait est vraiment positif au niveau de l'attractivité, de la lisibilité pour les étudiants, je pense. Hugo? Oui, vous parliez de ces deux acteurs-là, Créteil, Marne-la-Vallée. On a parlé aussi à un moment donné d'un acteur qui naîtrait au niveau de Val d'Europe, une université qui allait être créée. Est-ce que c'est toujours d'actualité et est-ce que vous vous méfiez de ce projet ? Non, sur Val d'Europe, c'est vraiment l'implantation dont on parlait tout à l'heure au niveau du CPER. Donc c'est l'implantation de l'université sur le Val d'Europe. Avec on souhaiterait pouvoir monter en puissance, mais voilà, en termes de nombre d'étudiants accueillis, en termes de premier cycle, parce que c'est une base avancée sur laquelle on pourrait accueillir des étudiants en plus grand nombre. Après, la difficulté, c'est toujours la même, hein, c'est avec quels moyens, dans quels locaux, voilà. Aujourd'hui, on a des locaux qui vont vraiment être à nous, qui vont être implantés là-bas sur le Val d'Europe. On a de l'espace. Maintenant, il nous faut aussi des personnels pour les accueillir. Une université, il faut qu'elle ait des moyens humains, parce que principalement, l'université, c'est les personnes qui font les enseignements, quoi. Alors, on l'a compris, la collaboration entre établissements est importante pour peser notamment. Il y a aussi les atouts d'être une petite université, d'avoir de la proximité, et c'est souvent là-dedans que les gens se reconnaissent, hein. C'est d'ailleurs le principal frein qu'il y avait au projet de fusion, quand même, quand on écoute les gens, c'était la disparité d'aller effectivement à Créteil, même avec le projet de Grand Paris Express, et pour avoir fait quelques commissions personnellement sur le sujet, c'est vrai que c'est ce qui faisait principalement peur, sur des territoires quand même un petit peu différents. Mais voilà, on a compris cette complexité. Justement, l'université Marne-la-Vallée est souvent considérée comme une petite université, peut-être même l'une des plus petites en tout cas la plus petite d'Île-de-France sans doute. En termes de nombre d'étudiants, en termes de nombre d'étudiants, on doit être à peu près équivalent à Évry, je dirais, en termes de taille. On n'est pas la plus petite de France, il y en a des plus petites. Oui, bien sûr, dans les régions. On n'est pas parmi les plus importantes. On a une croissance assez rapide, et c'est vrai qu'on a été confronté assez rapidement à nos difficultés de ressources humaines. C'est-à-dire que on a un budget, on a des moyens humains. Je pense qu'en termes de dynamique du territoire, en termes d'étudiants qu'on pourrait accueillir, on pourrait en accueillir beaucoup plus, hein. C'est pour ça que le projet de Val d'Europe n'est pas absurde du tout. En revanche, pour faire une université, il faut des gens, enfin des enseignants. On peut pas dire juste on va faire venir des vacataires ou des enseignants qui vont venir. Il faut des gens qui soient présents, des personnels administratifs qui accompagnent, et ça, aujourd'hui on n'a pas les moyens de le faire. Donc il y a plusieurs solutions, hein. Soit on dit on attend que l'État nous amène de l'argent, ce qu'on va continuer à demander, hein. Soit on essaie de diversifier ce qu'on a fait, c'est-à-dire de faire de l'apprentissage qui nous amène des moyens qui nous permettent de prendre le relais de l'État. Mais l'apprentissage, ça ne convient pas à tout le monde, hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de l'apprentissage, je ne crois pas. Et l'apprentissage, ça convient à certains types de publics, mais l'université, c'est aussi de la formation initiale, et on ne peut pas faire tout en apprentissage. Donc trouver des moyens pour arriver à compenser nos déficits en personnel par rapport à la nécessité d'attirer des étudiants, c'est pas facile.
Alors en 2 mots, juste avant qu'Hugo pose sa question, on en est où aujourd'hui budgétairement, puisque l'une des dernières fois que vous avez reçu, vous nous dites, c'était au moment où les bruits étaient sur une situation effectivement de déficit. Aujourd'hui, même si vous nous aviez rassuré sur le fait que c'était pas un drame non plus d'avoir un déficit, mais qu'il fallait le gérer, aujourd'hui on en est où sur la situation budgétaire et forcément derrière sur les emplois, sur les profs à mettre en face des étudiants? Donc les infos que je peux vous donner. Donc a priori sur l'année 2016, on va avoir réalisé notre objectif de revenir à l'équilibre. Donc c'était sur une période de 3 ans, on avait un plan de retour à l'équilibre. Donc on a suivi le plan de retour à l'équilibre, même on a été plus rapide même que ce qui était prévu. Alors il y a eu des efforts très importants au niveau de l'université. On a dû geler des postes, enfin les étudiants ont dû le sentir, on a fermé des options qui n'étaient pas très suivies, on a fait des groupes de TD qui étaient plus chargés, voilà, on a fait ce genre de choses, donc ça n'a pas été sans dégrader la qualité de ce qu'on pouvait offrir aux étudiants, on a essayé de le faire au minimum, mais voilà, c'était quand même le cas. Et après, il y a l'État qui nous a quand même aidés, parce qu'ils nous ont chaque année affecté des emplois, des postes pour revenir à l'équilibre. Et au-delà de revenir à l'équilibre, l'année prochaine, on espère avoir quasiment dégelé tous les emplois qu'on avait gelés dans le cadre de la période de restriction pour essayer de revenir à l'équilibre budgétaire. Donc là, on va revenir à l'état qu'on avait il y a 4 ans, voilà, l'année prochaine, un peu moins, avec des étudiants en plus. Donc... Situation un peu paradoxale, évidemment. Voilà. Ça suit son cours donc, et on espère évidemment de meilleures années à venir. Hugo ? Je n'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez dire sur l'alternance. Est-ce que finalement c'est une vraie volonté, une philosophie de la part de l'UPEM, ou est-ce que c'est simplement une question de budget ? Ah non, alors au démarrage ça a été, je pense, une question c'est pas tant financière, mais comment fait-on pour faire en sorte que, compte tenu de nos moyens qui sont limités offerts par l'État, on puisse accueillir plus d'étudiants. Et donc, au démarrage, on s'est posé cette question-là, à mon avis, en termes financiers en premier lieu. Donc ça nous a permis d'augmenter notre volumétrie, de permettre d'accueillir plus d'étudiants qu'on ne l'aurait pu le faire sans l'apprentissage. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte aussi que l'apprentissage, c'est aussi des modalités pédagogiques différentes. C'est quelque chose qui résonnait par rapport à l'objectif initial de l'université, qui était de faire des formations qui mènent à l'emploi. Le fait de mettre des formations d'apprentissage, ça permet d'avoir des professionnels qui donnent des avis sur le contenu pédagogique et qui amènent un regard disant voilà, ce que vous faites c'est bien, mais derrière vous auriez besoin de cela, et donc de faire évoluer. Donc on est passé à mon avis, à l'origine de quelque chose qui était plus d'opportunité, mais qui correspondait aussi aux valeurs de l'université, à quelque chose qui était vraiment une philosophie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été ouvrir de l'apprentissage dans des formations en lettres, en histoire, qui au démarrage n'étaient pas du tout prédisposés à faire ce genre de choses, parce qu'on a vu que l'effet transformant en termes de pédagogie, de réflexion sur l'ensemble des formations était très important dès qu'on mettait de l'apprentissage dans une formation, ce qu'on a voyé apparaître à un endroit diffusé beaucoup plus largement que pour les seuls apprentis. Hugo. Non, juste pour préciser aux auditeurs ce qu'est l'alternance, finalement, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, c'est-à-dire que c'est une formation différenciée, alternée, c'est-à-dire qu'on alterne cours et passage en entreprise ou dans un service public, dans les EPIC notamment. Et donc ça peut être par exemple 2 jours, 3 jours, 2 jours en cours, 3 jours en entreprise, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, ça peut être 1 jour, 4 jours, voilà, des rythmes qui changent en fonction des demandes de l'entreprise, de la formation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a ce double apprentissage à la fois à l'école et en entreprise, ce qui permet après, de manière générale, à mieux s'implanter en entreprise, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose largement à l'université, savoir est-ce qu'on est prêt à rentrer dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail ? C'est pas toujours le cas, et c'est vrai que à travers l'apprentissage, ça permet aux alternants, de mieux appréhender ce monde-là, et puis de trouver un travail plus facilement aussi. Et d'avoir de l'expérience. Voilà, c'est un truc, c'est ce que sur quoi je voulais revenir. Pour l'étudiant, c'est super. Enfin,
en fait, l'étudiant est à la fois étudiant et aussi salarié de l'entreprise. Donc pendant ces études, pour certains étudiants, voilà, moi je connais des étudiants qui jamais n'auraient pu continuer GA+5 s'ils n'avaient pas eu le financement de l'apprentissage. Ça assure voilà, une découverte de l'entreprise plus facile, parce qu'une fois qu'on a son contrat, on n'a pas besoin de chercher le stage. On a cette alternance. Ça permet de bien comprendre l'entreprise. On voit des taux d'insertion qui sont bien meilleurs, pas excessivement à moyen terme, pas excessivement différents de ceux qui sont dans des formations, dans les mêmes formations, pas en alternance, mais une insertion plus rapide et des salaires d'embauche plus hauts, parce qu'on a l'expérience, on bénéficie de 3 ans d'ancienneté quand on a fait 3 ans d'alternance et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, je pense, pour les étudiants. Petit bémol, c'est que on est salarié, et donc c'est l'activité, donc c'est des périodes de formation qui sont plus courtes, donc avec le même savoir qu'il faut acquérir théorique, et en même temps à côté du boulot dans l'entreprise, et donc en termes de charge de travail, ça demande d'être bien accroché, parce que je veux pas dire que c'est moins c'est pas de tourpeau. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait pas justement, à l'inverse, déplorer parfois que dans certains cursus, on attende la fin du Master 2 pour être mis en situation professionnelle, un parcours de 5 ans, et à la fin, j'ai presque envie de dire, enfin le stage, même si rien n'empêche de réaliser des stages auparavant, mais c'est quand même souvent le cas, on fait rarement des stages avant le master en tout cas. Ouais. Donc dans quasiment toutes les formations maintenant, je crois de licence, en 3e année de licence, il y a des stages qui sont proposés optionnels. Les rendre obligatoires, c'est vraiment... c'est vraiment très dur, parce que la multiplication des stages avec des niveaux pour que les étudiants les trouvent, ça rend les choses compliquées pour que les étudiants puissent effectivement avoir des stages. Donc il y a ce dilemme là, c'est-à-dire qu'à des moments dans certaines formations on avait mis des stages obligatoires, et puis on est revenu en arrière, parce que mettre un stage obligatoire, et puis quand l'étudiant il trouve pas de stage parce qu'il n'y a pas d'entreprise pour la recueillir, et que derrière il n'a pas sa licence, c'est problématique. Donc voilà. Donc moi je suis plutôt favorable à ce qu'on multiplie les périodes en entreprise, parce que ça permet de se rendre compte de ce que c'est que le monde dans l'entreprise, même si on décide que c'est pas ça qu'on veut faire. Ça permet dans les master MEF par exemple, c'est des étudiants qui vont dans les lycées, les collèges. C'est bien de le faire en licence aussi, parce que si on s'aperçoit après avoir eu son master qu'en fait quand on est devant des étudiants ça nous convient pas, vaut mieux le faire avant, parce que c'est quand même des études très particulières. Voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui peut permettre aux étudiants de tester par petites touches qu'est-ce que c'est que le boulot dans une entreprise, même si des fois se dire je vais dans telle entreprise, une grande entreprise c'est pas la même chose qu'une PME. Enfin voilà, il faut multiplier les expériences. Donc je pense que c'est une bonne chose. Malheureusement, si on disait c'est obligatoire pour tout le monde, après ça nous obligerait nous à faire en sorte que nos étudiants ils aient la capacité d'y être, et malheureusement c'est très difficile d'avoir des stages à tous les niveaux. Marc ? Mais à défaut, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler. Je veux dire, on parlait du stage de L3 ou d'autres. Je trouve qu'il n'y a pas une publicité assez grande, notamment pour les premiers cycles. Je trouve on est plus dans l'idée qu'on fera ça en master. Et je trouve ça assez logique qu'on le fasse en master, parce que c'est souvent là qu'on choisit si c'est pro ou pas pro, justement. Mais il me semble justement ce qui manque le plus à chaque fois quand on cherche du travail ou autre chose, c'est souvent l'expérience. C'est souvent l'expérience. Chaque fois on nous demande de l'expérience. Alors évidemment, on fait 5 ans d'études ou plus ou moins, et puis on se forme, mais quelle est l'expérience? Alors vous disiez justement que c'est très difficile de pouvoir allier les deux, ce qui est tout à fait logique. Quand on est salarié, on peut passer des fois un peu moins de temps à acquérir le savoir théorique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde du travail qui est en train de se baser pas forcément sur des connaissances théoriques, parce que c'est souvent le grand bond en avant. Alors, je n'ai pas eu un amour fou pour Mao, c'est pas ça, mais c'est juste pour l'image, c'est souvent le grand bond d'un côté entre les bancs de la fac et le siège de travail, sur lequel, où là, on est... Alors certes, on a de la connaissance théorique, mais souvent, on dit, écoutez, t'as appris ça, très bien, tu en prends, t'en gardes et t'en laisses, et nous, on fait comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plutôt à voir un petit peu à mélanger un petit peu tout ça? Je pense que
de faire plus de publicité peut-être dessus. Alors peut-être que c'est fait ailleurs, mais en tout cas... en tout cas, c'est la vraie philosophie de l'université de Marne-la-Vallée, c'est effectivement d'avoir cette approche-là. Alors peut-être que en fonction des composantes, en fonction des disciplines, évident, évidemment. C'est pas forcément évident. Je pense que c'est largement partagé, en tout cas au sein de l'université de Marne-la-Vallée, de plus en plus dans les universités. Quand même, ce sur quoi je voulais revenir, c'est important effectivement les stages, mais aussi les connaissances théoriques, c'est aussi important parce que c'est ça qui vous assure que vous allez pouvoir évoluer par la suite, de remettre en cause votre travail, d'avoir un regard critique, c'est ça c'est ce savoir théorique et le travail que vous avez eu à l'université qui vous permet d'évoluer normalement dans l'entreprise, alors que si on a une formation qui est très centrée sur orienté vers un métier particulier, eh bien, les capacités d'évolution derrière sont plus difficiles. Et donc, donc c'est important d'avoir les deux dimensions et de ne pas dire l'un s'oppose à l'autre. C'est deux dimensions complémentaires et de plus en plus, ça va être utile parce que les métiers, on rentre dans une entreprise, on ne fait pas le même métier toute sa vie, on change d'entreprise, de travail de plus en plus. Ça va être le cas, à mon avis, de plus en plus souvent. Donc, il faut profiter de ce moment pour acquérir ces savoirs-là qui vous permettent de continuer d'apprendre à apprendre pour la suite. Alors les présidents d'université se rencontrent, c'est la conférence des présidents d'université. Vous réfléchissez, j'imagine, sur tout un ensemble de thématiques qui peuvent concerner l'ensemble des universités. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président de la commission formation et insertion professionnelle. Et là, vous vous êtes lancé dans une épopée, devenir le président de cette conférence des présidents d'université. Il y a du monde en face de vous ou vous êtes seul? Non, je suis seul candidat. Il y a certains qui donc c'était comme à l'université, ou même quand je me suis présenté à la commission, chaque fois il n'y a pas de candidat en face. Alors il y en a qui disent que c'est que je fais peur, il y en a d'autres qui disent que c'est que en fait personne ne veut le faire. Donc je vous laisse décider. J'opterai pour la deux. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose dans lequel je me suis lancé. Donc les élections sont la semaine prochaine, donc normalement à moins que personne ne se déplace, je devrais de succéder à Jean-Luc Salzman, qui est le président actuel de la conférence des présidents d'université. Donc ça regroupe en fait toutes les universités, ça regroupe des grandes écoles également, des écoles d'ingénieurs, aussi des écoles à l'étranger. Donc c'est un ensemble de 130 établissements en fait d'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse dans le paysage de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc c'est dans cette conférence qu'on discute des sujets. Donc on en a évoqué quelques-uns autour de la formation, autour des grands enjeux, autour de la recherche également. Et puis c'est là qu'on va aussi probablement devoir donner notre position par rapport aux futures élections qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, les questions de sélection vont nécessairement arriver à un moment, et donc c'est au niveau de la CPU qu'on a des réflexions pour essayer de porter la voix de l'ensemble des universités, essayer de faire en sorte que le terrain, parce que la CPU c'est les présidents, mais on s'appuie quand même sur la communauté de nos universités, le terrain puisse être entendu des décideurs et que les décisions ne soient pas prises de façon complètement orthogonale à ce que nous on pense bon pour nos établissements. Et vous avez tenu à rassurer les étudiants, les personnels dès que vous vous êtes lancé dans là-dedans, en disant que vous seriez toujours présent au niveau de l'UPEM et que vous continueriez votre mission qui vous a été confiée il y a 1 an. Voilà, donc j'ai envoyé un message effectivement à l'ensemble de la communauté parce qu'il y a certaines personnes qui se sont un peu émues du fait que j'avais décidé de me lancer dans cette nouvelle responsabilité qui, d'un point de vue du temps, va probablement pas me prendre beaucoup plus de temps que la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, qui était sur la commission formation et insertion professionnelle.
Voilà, je voulais rassurer les personnels. Je vous oublie pas, c'est pas parce que je vais m'occuper. De toute façon, pour être président de la conférence des présidents d'université, il faut être un président de toute façon. Il faut être président, mais voilà, on peut imaginer que voilà, on est devenu président et on laisse l'équipe gérer en interne. Donc j'ai pas d'inquiétude. Oui, vous avez une équipe, c'est important. J'ai une bonne équipe autour de moi qui a peu changé entre les 2 mandats, qui connaît bien l'établissement. Voilà, ça permet aussi de faire évoluer les choses. Comme on disait tout à l'heure, dans la vie, on change de métier. Moi, j'aime bien aussi changer de métier. Voilà, ça fait maintenant... ça faisait 9 ans, maintenant ça va faire 10 ans que je suis soit vice-président, soit président de l'université. Là, je repartais encore pour 3 ans supplémentaires, maintenant à la fin de la première année de mon mandat. De mon 2e mandat, voilà, à un moment, je me dis qu'il faut que les choses évoluent un petit peu, et voilà, c'était une opportunité. J'espère que j'arriverai à assumer ça pour l'intérêt des établissements, et que derrière, c'est des étudiants aussi auxquels je pense quand je dis l'intérêt des établissements. C'est une question d'actualité en ce moment. C'est votre dernier mandat, ou vous comptez continuer, vous vous laissez bercer normalement, les mandats, on a droit à 2 mandats de président. Et après, vous redevenez un enseignant comme les autres. On redevient un enseignant-chercheur comme les autres. C'est pour ça qu'il y a eu la candidature à la CFU pour faire changer l'idée qu'il y ait 2 mandats. Voilà, c'est ça, il y a une stratégie cachée derrière. Alors, il y a l'autre solution, c'est de créer un autre établissement et de devenir président d'un autre établissement. Donc c'est aussi ça. Donc il y a des présidents qui sont à leur 4e mandat en tant que président, parce qu'ils ont fait 2 mandats dans une université, puis 2 dans une autre. 2 dans une nouvelle université qui était la fusion des établissements dans lesquels ils étaient précédemment. Donc tout est possible. On va terminer avec une dernière question qui concerne, puisque Radio Rec est une association, les associations de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée peuvent-elles être sereines quant à leur financement, quant à leur fonctionnement? On le sait, il y a les locaux ici à la MDE, 2 années de fonctionnement maintenant, peut-être un bilan à tirer, je ne sais pas. Mais voilà, les associations doivent-elles être sereines, ou doivent-elles, à l'image de l'université, se serrer la ceinture face au financement, même si plus d'étudiants, ça veut aussi dire plus de financement avec le FSDIE, qui est ce qui nourrit beaucoup d'associations, en tout cas les projets des associations. Voilà, donc comme là vous l'avez dit en 2 mots, le financement des assos, c'est principalement lié au FSDIE, et donc comme c'est lié aux étudiants et que on peut pas y toucher de toute façon, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Ce que je regrette, moi, c'est qu'on puisse pas mettre plus que le FSDIE, parce que je pense que ça mériterait, avec la maison de l'étudiant maintenant qui est ouverte, avec la nécessité de monter des projets notamment qui coûtent plus cher, parce que du fait de l'état d'urgence, il y a des mesures de sécurité qui doivent être mises autour des événements qu'on organise, et ça coûte plus cher, et donc il y a moins d'événements de ce fait-là. Donc moi, ce que je regrette, c'est qu'on est en train de réfléchir à voir est-ce qu'on peut pas mettre un peu plus de moyens sur la vie étudiante pour compenser les surcoûts liés à cet état d'urgence, notamment. Voilà, donc je profite de ce moment, c'est que pour dire que effectivement, je remercie l'ensemble des associations, vous en particulier, mais voilà, toutes les autres associations de l'université, pour l'investissement qu'elles ont au service de l'université, parce que l'attractivité de l'université, elle passe aussi par les associations. Là, je vois certains, je les ai vus déjà depuis un moment. Donc la difficulté des associations, c'est d'arriver à se renouveler, et à donner une pérennité à ces associations. Donc voilà, je vous remercie pour le boulot que vous faites, et aussi pour essayer de préparer la suite, pour faire en sorte que la vie à l'université soit la plus attractive aussi dans ces dimensions-là, parce qu'on sait que juste venir à l'université pour faire des cours, c'est pas... moi, je trouve pas ça très satisfaisant, et qu'aujourd'hui, l'université de Marne-la-Vallée, avec son campus qui est un peu
loin de tout, on a du mal à créer de l'activité, et c'est vous qui pouvez changer un peu ça. Donc, l'avantage, c'est que je dirais les décideurs, les grands décideurs sont un petit peu avec vous, puisqu'ils vous rapprochent avec des nouveaux modes de transport, avec aussi des projets urbains qui concernent la Cité des Cartes. Donc voilà, la ville se rapproche de vous finalement. Ouais. Et puis, vous parliez de la jeunesse, notre collègue des Têtes d'Ampoule, une émission qui a été créée cette année justement par des étudiants, vous invite, si vous le souhaitez, à venir dans leur émission. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Moi, chaque fois que vous m'invitez, je suis venu. Hein. Il n'y a pas une fois où vous m'avez invité où je suis pas venu. Je refuse de rien. Mais voilà, puis il faut. Puis on a aussi, avec justement cet étudiant, on a évoqué les élections qui venaient bientôt, que ce serait bien aussi d'avoir aussi une dimension plus politique, plus générale au niveau de l'université, parce que je pense qu'il faut aussi redonner un sens à la politique qui est menée au niveau national, et pas uniquement la question des acteurs locaux. Hein. Et donc on est aussi en réflexion, et donc je sais que le Radio Rec était prêt à jouer le jeu autour de ça, donc n'hésitez pas à me solliciter sur toutes ces dimensions-là. Les horaires de la maison de l'étudiant, ils sont figés pour le moment, parce que ça aussi, ça contribue. Ça, c'est une autre question qui a été un début de question, c'est est-ce qu'il ne faut pas tirer un bilan ? Oui, il faut tirer un bilan des 2 ans de fonctionnement. Donc, Karine Marot, qui continue à s'investir, qui est vice-présidente, qui est vice-présidente en charge de la vie étudiante, a justement tiré un certain nombre de conclusions. On a discuté avec un certain nombre d'assos dernièrement. Oui, vous recevez. C'est là où j'ai des réunions avec les associations. Avec les associations, on essaye de faire 2 ou 3 fois par an, et c'est vrai que on a commencé à dire que effectivement la maison de l'étudiant, il n'y avait pas forcément pas nécessairement utilisé que pour les étudiants, et que peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu le fonctionnement. Il y a des travaux aussi sur Copernic avec des assos qui étaient hébergés dans Copernic, avec les travaux. Qu'est-ce que vont devenir ces associations ? Comment on les réintègre au niveau de la maison d'étudiants pendant le temps où les associations ne pourront plus œuvrer sur Copernic ? Voilà, il y a toutes ces questions-là, et donc effectivement, c'est le temps du bilan, et de voir comment on peut faire en sorte que, peut-être sur les durées d'ouverture, on puisse améliorer l'attractivité des associations. Et notamment peut-être jouer sur cette nouvelle bibliothèque qui est voisine de cette maison de l'étudiant. Est-ce que vous voyez aussi cette bibliothèque, on en revient, on a commencé avec ça, comme un espace d'échange, de synergie aussi entre les étudiants, les personnels ? On espère vraiment que la bibliothèque va amener, va faire découvrir la maison de l'étudiant à beaucoup d'étudiants, parce que je pense qu'il y en a certains qui ils n'avaient pas l'habitude de passer par ici, en fait. Hein. Et c'est vrai que, alors c'est bien c'est très beau, hein, une ancienne ferme fortifiée, mais c'est fortifié, c'est-à-dire que pour rentrer dedans, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Et donc c'est vrai que malheureusement, moi c'est un constat qu'on a fait avec d'autres, c'est que le fait que l'ouverture de la maison de l'étudiant soit sur l'intérieur de la cour et pas sur l'extérieur faisait que on n'attirait pas des étudiants. Donc on est en train aussi de réfléchir, alors je ne sais pas si ça se fera, mais de voir comment on peut ouvrir un peu plus la maison de l'étudiant sur le côté de la rue, pour que les étudiants voient l'activité qui se passe à l'intérieur, parce que c'est assez difficile de se rendre compte, parce que les flux d'étudiants passent en fait dans la rue qui est derrière et ne voient pas l'activité qui est à l'intérieur. Donc j'espère que la bibliothèque, et puis le travail qu'on va essayer de faire pour essayer de rendre plus visible l'activité qu'il y a dans pour les gens qui passent, permettront d'accueillir plus d'étudiants, de renouveler les associations, même si ceux qui sont là depuis longtemps sont très bien, et voilà, et faire vivre la vie au-delà de la fermeture des bâtiments, pour quand les cours sont finis, que les gens aient envie de se retrouver à des endroits comme la maison de l'étudiant. On suivra ça bien entendu. C'est la fin de ce 3e numéro de Des cartes en main. Nous avons eu l'occasion ce soir de nouvelles cartes, même au niveau de l'université, dans les mains de nos auditeurs. Merci à vous, Gilles Roussel, d'être venu ce soir. J'espère que vous reviendrez en tant que président de la conférence des présidents d'université. Si vous m'invitez. Merci également à Marc et à Hugo d'avoir été avec moi ce soir pour cette émission. Merci. Nous revenons très vite pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver tous les programmes de Radio Rec sur radio-recc.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, le @ des cartes en main tout attaché. À bientôt, bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr, partagez l'émission sur Facebook et Twitter, retrouvez-nous sur YouTube